Madame, monsieur, bonjour. Bien sûr, vous l'aurez remarqué, nous ne sommes pas dans les studios habituels du ZCL. Nous sommes simplement en direct du mémorial et vous avez deviné pourquoi, puisque c'est aussi l'arrivée de la Mini Transat. En tout cas, les concurrents commencent à arriver. D'ailleurs, nous ferons nécessairement la une de ce ZCL avec l'arrivée aujourd'hui même de Karl Chipotel. Sinon, eh bien, effectivement, nous sommes dans ce grand bâtiment, ce big bâtiment, comme on dit, comme l'a dit même Jessie Jackson ici même il y a quelques semaines, un endroit que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas encore, mais que gagneraient peut-être à connaître. Et ce sera l'occasion pour nous justement de recevoir nos hôtes du mémorial, puisqu'on devrait au cours de cette petite semaine recevoir M. Létang, mais aussi M. Jacques Martial, qui est le président de ce mémorial. Pour l'instant, on parlera aussi environnement avec Benito Espinal qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, on parlera avec Mme Nis Cambronne, qui est présidente de Basse-Terre Environnement. On devrait parler de ce qui se passe à Basse-Terre et de cette grève qui dure et qui perdure aux établissements Boulogne, mais surtout de la nuisance causée par ces établissements dans la région de Basse-Terre. Et puis, on va revenir bien sûr sur l'actu, mais avant, nous aurons la chronique un peu spéciale aujourd'hui de Karine. Karine, bonjour. Bonjour Danick. De quoi vous parlerez aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler de la mobilisation des internautes au niveau des réseaux sociaux suite aux attentats du 13 novembre. On va vous retrouver tout à l'heure. Et puis dans l'actualité, nous irons tout de suite à Bainbridge où les élèves se sont rassemblés depuis hier pour manifester suite aux attentats de vendredi. C'était aussi hier l'ouverture officielle par le recteur de la semaine école-entreprise. C'était au collège du Rézé. Nous irons voir comment ça s'est passé. Et puis nous parlerons aussi de Paris puisque Maurice Cessé nous a concocté un rendez-vous, on va dire une interview avec Madame Paul Langevin qui était, vous le savez, en direct, on peut le dire, vendredi près du grand stade de France à Paris où ont débuté la série d'attentats qui ont traumatisé la France. Donc voilà un petit peu le sommaire de ce ZCL particulier, un ZCL sans Céline qui est souffrante aujourd'hui, mais on devrait, en tout cas, je l'espère, la retrouver dès demain en direct avec nous, en plein air et en live sur le Mémorial Arc. Benito Espinal, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous savez que c'est toujours un plaisir de vous recevoir puisque vous avez été environnementaliste, vous avez un œil particulier sur la Guadeloupe, vous êtes un observateur très fin des modifications, on va dire, sociologiques de ce pays, même si vous n'êtes pas sociologue, mais vous regardez ce pays, vous êtes à la retraite, mais j'ai toujours plaisir à vous recevoir parce que votre regard est intéressant. Alors je disais tout à l'heure de façon tout à fait pessimiste que ce pays n'avance pas. Mais non, c'est heureusement que vous l'avez dit, de toute façon pessimiste, parce que ce pays-là avance. Oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui nous sommes au Mémorial Act. Oui. C'est un avancement considérable pour le pays. Ah bon? Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui refusent de venir au mémorial. Mais chacun sa pensée. Chacun fait comme il a envie de dire, chacun fait comme il a envie de penser. Mais je dis ici, aujourd'hui, nous sommes dans un sanctuaire. Oui. Et quand on arrive ici, quand on commence à visiter, quand on commence à regarder, eh ben, on se réconcilie avec soi-même. Oui. Parce que on a beaucoup parlé de l'esclavage, on a beaucoup parlé de la traite, mais en fin de compte, il n'y avait pas un sanctuaire pour pouvoir justement montrer qu'est-ce que c'est que cette traite, que l'esclavage, que tout ça. Oui. Vous êtes en train de me dire que beaucoup de Guadeloupéens gagneraient à visiter ce lieu. Absolument, absolument. Oui. Moi je le dis, d'autant plus. J'ai eu l'occasion de visiter à la Nouvelle-Orléans, j'ai eu l'occasion de visiter un peu partout des sanctuaires de l'esclavage au Brésil ou ailleurs. Mais je trouve que le sanctuaire Mémorial Act, c'est un sanctuaire considérable. Alors je vais vous renvoyer cette parole de Fanon qui disait « il faut pas être esclave de l'esclavage ». Mais il a raison, Fanon avait totalement raison. On ne peut pas être esclave de l'esclavage. Oui. On peut profiter de cette affaire-là pour justement se gonfler le muscle, se gonfler la poitrine, mais on ne peut pas être esclave de l'esclavage. Ça, c'est une réalité. D'accord, alors on va parler un peu du pays profond, du pays du point de vue de l'environnement. Vous avez été pendant longtemps, on va dire, aux manettes de l'environnement, peut-être même le premier environnementaliste guadeloupéen officiel et qui était attelé à cette tâche. Est-ce que depuis votre retraite, vous observez quelques changements dans le comportement, j'allais dire en comportation à Moun, ou alors est-ce que les choses stagnent? Non, il y a beaucoup de changements en comportation à Moun, comme vous le disiez, il y a beaucoup de changements. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes prennent aussi la parole, les jeunes prennent aussi la manette, les jeunes s'investissent.
Parce que les gens me disent souvent, ouais, mais au parti, pour ne pas remplacer, etc. Non, moi j'ai fait mon temps. Oui. J'ai fait ma période et aujourd'hui les jeunes qui arrivent avec d'autres principes, arrivent avec d'autres styles de voir, d'autres styles de penser, mais ils font évoluer les choses. Mais cela dit quand même, feu Félix Poutot avait créé un poste d'environnementaliste qui manque peut-être un peu aujourd'hui, non? Oui, mais probablement, mais on ne peut pas reprendre ce qu'avait fait Félix Poutot. Il était un visionnaire quand même sur cette question. Mais oui, mais on ne peut pas rester tout le temps sur une vision. On ne peut pas tout le temps rester sur une vision. La vision de Félix Poutot, c'était dans les années 80, la vision de Félix Poutot. Bon, aujourd'hui, nous sommes en 2015. Oui. La vision n'est plus la même. Et la façon de faire, la façon de dire n'est plus la même. Mais l'environnement, c'est un souci permanent. C'est un souci permanent, mais la manière justement d'appréhender le souci permanent n'est pas la même. N'est pas la même qu'en 1980. Alors on va faire un peu de fiction. Imaginez que vous étiez aujourd'hui nommé responsable de l'environnement en Guadeloupe. Quelles auraient été les premières mesures à prendre? Mais les premières mesures seraient de m'occuper des problèmes de l'eau. Oui. D'accord. Parce que c'est un problème important. De la qualité ou de la distribution? La distribution et la qualité. Oui. Ça, c'est la qualité et la distribution. C'est m'occuper aussi du transport. Oui. Parce que c'est pas normal qu'on ne soit pas encore arrivé à mettre en place un système qui fonctionne correctement. Parce que quand même, sur les routes aujourd'hui, on perd du temps. C'est impossible. Oui. C'est une sorte de comment je dirais ça, une sorte d'agression. Parce que maintenant, pour faire 20 km, on prend 1 heure, on prend 2 heures. Oui. Donc, problème du transport, problème aussi de la qualité de l'air. Oui. Même de la qualité de l'air. Comment on peut changer ça, la qualité de l'air aujourd'hui? La qualité de l'air, c'est que dans les entreprises, dans les entreprises ou les usines qui jettent des gaz dans l'atmosphère, qu'il y ait un contrôle beaucoup plus strict et ça se fait. Oui. Moi, j'aurais pensé aussi au problème de l'énergie. Le photovoltaïque, oui. Les éoliennes. La géothermie aussi? La géothermie, bien sûr. Nous avons depuis tantôt, à Bouillante, nous avons la géothermie. Moi, je suis allé aux Açores, par exemple. J'ai regardé comment ça se passe. Mais les choses se mettent en place. Oui. Et ici, ça n'avance pas suffisamment, pas assez vite? Mais l'écologie, comme je le disais à quelqu'un tout à l'heure, l'écologie, ce n'est pas une discipline de gens pressés. D'accord. Oui. L'écologie, c'est une discipline qui touche au fondement même de l'être humain. D'accord. Parce que si je vous dis, Zandonis, où pays j'étais aujourd'hui là? En pays j'étais. Où pays j'étais? Non. Mais ni moun qui dit, mais comme c'est qu'à comprendre. À l'époque, en cas changé, on peut dire, mais Espinal, la Guadeloupe c'est à où? En cas dit, pourquoi? Elle me dit, moi, en quel grossier à la télévision, mais foutez-moi de la paix ici. Ouais. C'est comme ça. On ne peut pas croire que, du jour au lendemain, que tout le bien a changé. Non, c'est pitié à pitié. L'écologie, c'est une discipline des gens qui n'ont pas science. Mais à quel niveau ça a progressé, ce là? Là, on va regarder ton pays là. Mais ça a progressé énormément quand on regarde des pays là. Qualité de l'air, Guader, Cabao, les renseignements, Cabao, tout ça qu'il faut sur la qualité de l'air. D'accord. Les usines, par exemple, qui mettaient filtre à l'embitanario. EDF mettait filtre, l'usine Bagage Charbon mettait filtre. Ouais. Bon. Quand nous regardons le traitement des déchets, mais actuellement les déchets sauvages qui étaient là, de tous côtés, l'eau disparaît. Non, l'eau disparaît. Ouais. Chaque communauté non déchets sauvages du territoire disparaît. Après, il y a quand même été là en ordre pour faire avancer. La Gabar a évolué, Sainte-Rose a évolué, donc on l'a évolué. En matière d'énergie, photovoltaïque là, il a fonctionné. À présent, tout le monde a mis un panneau photovoltaïque à l'étoile. Même si malheureux, là, on va dire, il ne va pas comprendre rien là. Mais c'est qu'il va comprendre bien, puisque c'est qu'il y a l'électricité là. Ouais. Et éolienne, tout le côté à présent, on va commencer à... Donc, ça a évolué. Ouais. Mais ça a au niveau technologique, mais est-ce qu'au niveau de la mentalité là? Mais bien sûr. Oui. Si on dit qu'il a évolué du point de vue technologique, c'est qu'il a évolué sur le plan de la mentalité aussi. Ouais. Il ne peut pas évoluer uniquement sur le plan technologique. À l'époque, on a voyagé. On ne peut pas avion, on peut venir et boire de crabe, on peut des crabes en mer. Est-ce qu'on peut des crabes comme ça? On peut congeler les crabes, on peut congeler les boudins, on peut mettre des barres. Mais on a dans le moderne là. Ouais. Et donc ça c'est en évolution. Alors sur le plan des infrastructures maintenant,
Est-ce que, du point de vue de l'écologie, de l'écosystème, il y a un respect, par exemple, on va prendre les normes, par exemple, de construction, ça a évolué aussi? Ah ben, ça a évolué. Oui. Puisqu'à l'époque où nos amis, on va dire, bon, dimanche, en cas font-ils dire Mori là, ou en cas font-ils Mori salé, ou en cas font-ils salade concombre, viens bah mon coup de main. Ouais. Mais à présent, on n'a qu'à passer par un dessinateur, il n'a qu'à passer par un architecte, il n'a qu'à passer pour bien construire. Ça, c'est les normes européennes, ça. Ah, pas de normes européennes, c'est une norme humaine. Et pas européenne. Ah non, mais ils ont imposé un certain nombre de normes aussi, ou d'accord avec ça? Oui, mais c'est normal qu'ils ont imposé. Oui. Puisqu'actuellement, M. Kadio a construit 15 ans moins, mais il partait aux normes parasismiques. À présent, il a construit parasismique. Il a fait des affaires, puisqu'il a là qu'à évolué. C'est normal qu'il a évolué. Alors, nous avons regardé d'autres domaines. Si vous voulez, nous avons un domaine qu'on connaît particulièrement, ce qu'on appelle en Guadeloupe le parc national naturel de la Guadeloupe. Parc national, national Guadeloupe ou National France? National France. National France, il n'est pas National Guadeloupe. Il est la Guadeloupe en France. Il est National Guadeloupe. Il est National Guadeloupe. Bon, alors, parc national là, qui j'en vais trouver les là, comment ça dit, fait depuis 75, c'est encore. Et il a quand même fait des dans les années 86, il y a ces jours-là, ça, il y a où souvent ici, qui nous a porté cop, qui joue un grand rôle là dans le parc là. Absolument. Qui j'en vais trouver parc là évolué depuis 86. Mais évolué énormément. Parce qu'on a rappelé en 86, quand le parc l'a créé, en tant président de la commission permanente du parc national, Porte-Cop, c'est président du conseil d'administration. Tout à fait. Bon, Jodla, qu'est-ce qu'il fait? Mais Louisier prend présidence là. Maurice Anselme est nommé directeur à parc là. Mais là qu'a évolué. Puisque avant Maurice Anselme est arrivé là, que son antillais qui était pas là, c'était d'autres monde qui est venu. Et on a rappelé à l'époque, directeur à parc là, c'était directeur de l'ONF, de l'Office national des forêts. Ça t'est confondu. Ça t'est confondu. Et c'est moi qui commençais à mettre les pieds dans l'habitat là, en disant comme ça. C'est un vrai combat ça. Hein? Ah oui, en disant comme ça, que ça ne peut pas continuer. Il faut que par là, nous directeur qui directeur aille, qui pas responsable à l'ONF, et ni président qui président aille, mais il ne faut pas l'ONF, directeur à l'ONF en même temps directeur à parc là. Alors ni on combat, on le met qu'à amener nous en période électorale, mais enfin on ne peut pas aider ça quand même. C'est qu'il dire que parc là trouve, c'est qu'il prend trop à ce territoire, à ces terres. Mais ça son conception à Bougla, conception à lui là. À qu'à penser que Bougla besoin de beaucoup plus surface, puis libérer, puis faire construction, puis faire d'autres bitins. Mais bon, de toute façon, on a l'impression qu'on joue ça qui a changé. Ça qui a changé. Mais c'est-à-dire qu'il y a prendre moins, par là, que moins gourmand. Pour ça, normal qu'il y ait aussi large, qu'il prend tout sa terre, ou bien, quoi trouver qu'il prend moins trop? En part, trouver qu'il prend moins trop, puisque tout ça qui est fait, c'est selon des règles de protection, puisqu'à l'époque, les parcs là créés étaient dans une zone périphérique, Bouillante, Pointe-Noire, tout ça, vieux habitants qui étaient à la périphérie. Parc là où tu peux faire un développement. Mais parc là, à présent, on a regroupé l'ensemble et non noyau central qui noyau à forêt là, qu'il faut protéger. Tout à fait. Donc, mais. Ça quand même. Oui, nous besoin l'espace comme ça pour qu'on puisse respirer. Oui, mais tout le temps a évolué. Parc là, il est national. Mais il ne faut pas nous penser qu'en définitive, il est resté comme ça. Certainement, dans les années à venir, ça a changé. Et donc, vous qui avez voyagé dans l'eau d'autres pays, qui côté nous, qui plus loin, si nous comprenons par exemple dans la région Caraïbe là, par contre, nous là quand même pas mauvais par rapport à ça qu'il a fait en dehors. Mais c'est meilleur là. C'est meilleur là. Mais bien sûr. Moi, de tous côtés. Mais c'est meilleur là. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'au Guadeloupe, parce qu'au Chauvin, non, ou bien parce que c'est non, parce que la manière de gérer ça, la manière de voir ça, la manière de constituer ça, et nous avons les moyens financiers aussi, bien que les moyens financiers ont diminué, mais conception nous différente. Moi, de tous côtés, moi, de tous côtés. Mais c'est nous qui. Si, Porto Rico. Il y a une belle parc. Il y a une belle parc, oui. Mais c'est nous qui meilleurs. Sans chauvinisme aucun. Qu'est-ce qui a fait dire que nous meilleurs? Parce que nous avons des zones. Parce que, regardez bien la Guadeloupe. Nous avons des zones de forêt. Nous avons des zones de mangrove. Aussi. Nous avons des zones de forêt humide, forêt sèche. Nous avons la mer là. Nous avons des réserves, tout ça autour à parc là. Et on croit trouver ça rarement dans la Caraïbe. C'est diversité à la Guadeloupe? Diversité.
Ouais. Alors, biodiversité. Biodiversité là, que vous protégez l'eau à Sainte-Rose. Alors, nous avons une question TV posée, 6 questions à diversité là, c'est ça, c'est désirade. Alors, souvent, on entend parler de ça, on dit que désirade, il y a un genre particulier par rapport à la restant à la Guadeloupe. Mais bien sûr. Pour qui bien, expliquez-nous ça. Mais puisque géologiquement, on peut trouver à la désirade des roches qui datent de Naninana. Il n'a pas fait partie de l'archipel là? Non, au quoi tu es son morceau. Ouais. Oui, il sortit dans la mer là. Ouais. Mais au quoi tu es des roches très anciennes, là, dans ces bas-fonds à désirade là, au quoi tu es des roches considérables. Ouais. Et nous, quand on ça, ils ont fait même aux réserves géologiques là. Parce que c'est ça qui a fait beauté à nous, mais encore un exemple. Ouais. C'est ça qui a fait beauté à nous là, nous avons la diversité dans l'unité. Ouais. C'est ça qui a fait force à nous. C'est-à-dire que là où on prend la Guadeloupe, des morceaux là, des ailes à papillon là, c'est des ailes différents. Regardez, on a des ailes qui calcaire, qui en bas, la grande terre, et on a des ailes qui montagneuse. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle le monde ne peut pas comprendre les rivers ici, quasiment comme ça. La basse terre est beaucoup plus haute que la grande terre. Comme ça, mais... Sans héros de toponymie, de non. C'est un terme de navigation. Au départ, ouais. Tous les terres qui ont ouvert à l'est, à la France, c'était les terres d'en haut. Les terres d'en haut. Ouais. Et tous les terres qui ont ouvert puis à l'ouest, ce sont les terres d'en bas. Ce sont les terres de navigation. Ouais. Alors, on a dit terre de haut et terre de bas, mais si on regarde sur une carte ancienne, on voit c'est terre d'en haut et terre d'en bas. D'accord. Ah ouais. Et famille, nous même Cap Est aussi. Oui, tout à fait, le Cap Est. Nous, famille, nous avons dit, nous en bas. Nous allons descendre en bas là. Nous ne pas en bas. Nous ne pas en bas. Parce que justement, juste je dis, les gens qui ont sorti la pointe, ils ne pas en bas. Ils ne pas descendre Bastet. Oui, ils ne pas en bas. Et les gens Bastet, ils vont venir la pointe. Ils ne pas en haut. Pas en haut. Oui, puisque c'était d'en haut. Alors, en finale de compte, c'est plutôt l'inverse qui est fait. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Bon, alors, ça c'est pour le pays là. Alors, ni quand même d'éviter quand même, faut nous voir qui pas bon. Ou nous bordons là, ou savent qu'il y a des petites lettres en dehors là qui ni ont l'autre difficulté ni en autre fait chaque année on a des grands fêtes était qu'à polluer mais était aussi finéveille et en cas changer ni quelqu'un en te montre mon petite lettre dis moi il a commencé à disparaître. Oui. Ouais. Qui a fait ça? C'est l'écologie, c'est la nature, tout celle qui a fait travailler. Mais bien sûr. Et qui disparaît. Ah, certainement qui disparaît. Puisqu'elle en met là qu'à manger, le courant qu'à manger. Et mais ce qu'on a constaté, c'est que pendant qu'à manger carrette, il a posé ailleurs. Ça blague à poser ailleurs, après les blancs. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors, on a une question en TV posée, puisque vous regardez Nati à pays, nous bête aussi à pays là. C'est depuis Cyclone Hugo, nous voyons arriver en Guadeloupe un paquet Ziguane. Alors, en général, Ziguane c'était plutôt en dehors, mais là, côté les Saint-Eutéier, quand on a trouvé ça tout partout, même en la rue, là, on peut voir Ziguane. On ne peut pas laisser dire ça depuis Cyclone Hugo. Alors, moi, je demande aussi c'est depuis Cyclone Hugo, parce que dit, on m'a expliqué, moi, peut-être mon environnementaliste marron, il dit, bon, ça, c'est un vieux du marron. Hein. On ne peut pas dire marron. Enfin, bref, il n'est pas blanc. Il dit, moi, comme ça, c'est Cyclone Hugo là qui chaillon l'osé à ces bêtes-là, ça. Mais non, ça, c'est blague à masse. Quand on lit les livres des anciens chroniqueurs, qui les perd là-bas, qui les perd du tête, etc., je te a signalé iguane à la pointe du château. Je te signalé iguane de tous côtés. Non, mais là, oui, mais en plein ville. Mais iguane n'a qu'à déplacer. Donc, de toute façon, à part pour la mer qui portait ponzé, iguane a nagé très bien. Il a nagé énormément. Donc, il traversait, au fur et à mesure, il a traversé, il a un forêt là, il a épée pondre, il a épée manger. Vous pouvez admettre quand même qu'il y a une période que migration là, ça fait. Ah ben bien sûr, mais pas après Cyclone Hugo. Non. Alors, dernière question à Cyclone Iguana, c'est ça où tu dis, ni quelqu'un n'a pas changé ça, ni un iguane ici, ni qui particulier, qui a mangé ces autres là. Il est plus mauvais, ni un qui bon, ni un qui pas bon. Ah, pas dit qu'il a mangé ces autres là. Il a détruit. Non. Alors, expliquez-nous ça. Non. Nous avons deux espèces d'iguanes ici. Nous avons iguana nous qui t'en nous. C'est iguana delicatissima. Qui couleur est ça là? T'as là un genre grisâtre. Iguana delicatissima. Au là, quand on est à présent, ou quand on est à petite terre. D'accord. Ou quand on est à la désirade. Oui. Et nous avons iguana à présent. Qui arrive vers là. Vers là. Qui arrivait avec les Caraïbes. Les prélo-colombiens, sortis de Guyane, version son iguane continentale. Mais le drame là dans ce système là, il n'y a pas de manger iguane delicatissima là, c'est qu'il y a hybridé. Ah d'accord.
Donc, on a une perte génétique. Ouais, ni rien qui disparaît. Eh ben, bien sûr. Et ça là, ni plus là, c'est vers là. C'est vers là. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Terre de bas. Terre de bas, les Saintes. Tenait énormément iguana delicatissima à l'époque. Mais à présent, on ne peut pas trouver iguana delicatissima. On peut trouver iguana avec grand écaille panique là aux oreilles. Mais sous fond d'études génétiques, en études génétiques approfondies, certainement, ou que tu aies des gènes chez certains iguananos, ou que tu aies des gènes à iguana et iguana delicatissima. Et ça là, désiré là, c'est qu'il laisse. Iguana delicatissima. Délicieuse, c'est-à-dire qu'on va manger. Ouais. Il va manger toujours? Ah non, il est protégé. Il est protégé quand il est là, qu'on raconte là. Qu'on raconte là. Dernière question que poser, on peut dire, moi, nous avons peut-être politique, il faut quand même poser une question là, ça. En demande de vous qui nous va voter, à part ça. Ah, on peut répondre non plus. Mais j'ai encore une compétition électorale là, qui j'ai ressenti, vous? Bien. Oui. Son démocratie, on n'a qu'à discuter, on n'a qu'à échanger, on n'a qu'à crier, on n'a qu'à rouler quoi à terre, mais il n'y a pas les peuples là. Pourquoi il n'y a pas les peuples? Non. Le peuple là qui a voté pour Mounaï. Pour Mounaï? Oui. Nous, c'est Mounaï, quand il va dire? Le peuple là qui a voté pour Mounaï. On peut raconter tout ça, on peut rouler à terre, on peut faire tout ça, Mounaï a fait choix. Eh bien, monsieur Bintou Esmila, radio, merci de venir. Quand on radio chaque fois, vous venez, c'est la dernière fois. Pas de bon souci. Chaque fois l'occasion de faire venir de temps en temps pour jeter un coup de zé à ce pays-là, et en certain cas, tout le monde qui a regardé, bien content ouvert, ben nous connaissons l'occasion de faire inviter. Peut-être que tu vas trop optimiste, peut-être. Non, et ça peut être bon que le monde quand même jeter zé à ce pays-là et dit ça et ça qui pas caille. Pas de bon souci. Pas de qui bien caille. Merci en tout cas de venir. Et on va tout de suite prendre une page de publicité et on va se retrouver tout à l'heure avec notre chroniqueuse qui attend, c'est-à-dire avec Karine qui va nous parler des réactions sur les réseaux sociaux tout de suite après les attentats de la semaine dernière en France. Je lance un premier sujet, ne t'inquiète pas. Ok. Voilà, nous retour donc sur le plateau du ZCL en direct du Memorial Act, comme nous vous l'avons dit. Vous voyez très bien dans le décor majestueux où nous sommes, que nous sommes totalement en live, en plein air. Et nous avons reçu dans la première partie de ce ZCL sans Céline qui sera de retour. Ne vous inquiétez pas, je parle pour les fans de Céline. Elle sera de retour dès demain. Alors, après Benito Espinal, nous allons recevoir tout à l'heure Madame Nice Cotelon, Cambronne, qui me rappelle toujours. Et bien sûr, nous aurons la chronique avec notre amie Karine qui est là. Mais avant, puisque nous sommes tout près de la mer et que c'est le lieu même d'arrivée de cette transat, tout de suite, nous allons, pour un premier sujet, voir un peu l'arrivée de Karl Chipotel. C'était aujourd'hui les images tout de suite. En mer, toute l'équipe Canal 10 est allée chercher Karl Chipotel au large de Petite-Terre. On a passé la nuit avec lui. On a vu vraiment la bataille dans un grain de 40 nœuds. Et le gars a tenu bon. Il arrive en 19e position puisqu'il a doublé un bateau au large de Petite-Terre qui avait cassé son mât. Et il laisse encore 20 bateaux derrière lui. Donc vraiment super course de Karl Chipotel qui termine donc à la 19e place. Je me suis battu tout ce que je pouvais, j'ai donné tout ce que j'avais. Malheureusement, ça donne qu'une 19e ou 20e place, mais c'est pas grave. Je parlais de la place, c'est pas grave. D'autres viendront. Et ils seront bien meilleurs que moi, croyez-moi. Oui, c'est une première transatlantique pour moi, une expérience toute nouvelle, avec ses doutes au départ, avec ses angoisses, évidemment pendant, ses frayeurs, mais aussi ses beaux moments.
Karl, quand on prend 40 nœuds à l'arrivée de la Guadeloupe dans un grain, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand tu vois que le bateau qui est à côté de toi casse le mât et toi, tu es à la VHF en train de lui parler, en train de lui dire pas de chambéred, moi j'ai affalé, j'ai fait ça. Toujours cette proximité dans cette mini transat. C'était fantastique ce qui s'est passé à côté de Petite Terre. En fait, j'ai pas fait cette course-là en solitaire. J'ai dès la première semaine, dès le 4e jour en fait, avec Vincent et Henri et d'autres, Seb qu'on a rencontré un peu plus tard. On restait en contact, mais pas pour rester en contact, on se tirait un petit peu la bourre en fait, et ça créait une émulation pour nous faire avancer de plus en plus vite. Et à ce jeu-là, on avançait, on a remonté du terrain parce qu'on n'était pas très bien au début. Et puis à la fin, après avoir bien tiré sur les machines, parce que qu'est-ce qu'ils ont pris les bateaux, et sur les bonhommes, je me fais surprendre par un énorme grain, 43 nœuds de vent, alors que j'avais quasiment la voile haute. J'ai eu très peur. Sincèrement, j'ai très peur, pas pour moi, mais peur de ne pas terminer l'aventure, peur que le mât tombe. Et juste après la VHF, la nouvelle tombe pour Henri Marcelet, mais il terminera quand même. Voilà. Derrière moi. Voilà donc pour l'arrivée de Karl Chipotel, mais dans ce mémorial, ce ZCL spécial mémorial, nous ne perdons pas nos bonnes habitudes puisque nous retrouvons tout de suite Karine, bonjour. Bonjour Danick. Karine qui est notre chroniqueuse du mardi. Malgré le mémorial, vous êtes avec nous. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, hein, il faut le dire. Bah, si, j'étais là la semaine étiez là dernière. la semaine dernière. Oui, j'ai fait mon... Avant de partir à Cuba, vous étiez. Vous avez fait votre chronique. Je suis revenue de Cuba déjà depuis un moment. Depuis un moment, c'est vrai. J'ai fait ma chronique sur Cuba. C'était sur Cuba, effectivement, c'est vrai. Bon alors, aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler? Aujourd'hui, on reste sur l'actualité du moment, les attentats du 13 novembre dernier. Donc on a remarqué que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important. Et continuent à jouer d'ailleurs. Et continuent d'ailleurs à jouer un rôle très important au niveau de cette horreur. Hein. Donc on a vu que Facebook, alors moi-même j'ai découvert vendredi soir le Safety Check. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, expliquez-moi. Alors le Safety Check, en fait Facebook a créé un système pour signaler à ses proches et à ses amis qu'on est en sécurité. En vie, voilà. Oui. Donc là, ça a été utilisé la première fois pour la catastrophe de Fukushima et dernièrement pour le tremblement de terre qu'il y a eu au Népal. Et j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'on peut soi-même dire voilà je suis en sécurité, mais on peut aussi se faire remarquer par ses amis en disant voilà, parce qu'il faut savoir que ce jour-là, ce vendredi-là, toutes les lignes téléphoniques étaient occupées. J'imagine. Voilà, donc impossible d'envoyer des textos, difficile de joindre les proches par téléphone. Et Facebook, et pas que Facebook, il y a eu Twitter aussi qui a joué un rôle très important. Donc là, on peut voir que alors tout ceci se fait grâce à au système de géolocalisation du téléphone. Voilà, donc Facebook vous géolocalise systématiquement et vous envoie le message. Pour les gens qui ne savent pas, géolocaliser, c'est vous situer sur une carte grâce à votre empreinte, on va dire, digitale. Hein. C'est ça, c'est exactement ça, situé sur le téléphone. Oui. Voilà. Donc là, 5,4 millions de personnes ont utilisé le Safety Check sur Facebook ce soir-là. Bon, il y en a qui... Alors, une pointe d'humour dans cette horreur quand même, puisque j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en Guadeloupe et qui se sont signalés sur le Safety Check. C'est pour le fun, ça. Oui, voilà. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne très bien. Snapchat aussi, qui est une autre application beaucoup utilisée par les jeunes, a également envoyé des messages automatiques à ses utilisateurs pour leur conseiller de se mettre à l'abri. Et par contre, alors, il y a eu également sur Twitter, on a eu les hashtags Porte ouverte et Recherche Paris qui se sont vite multipliés. Alors Porte ouverte, il faut expliquer que beaucoup de gens qui étaient notamment dans cette salle de spectacle où a lieu les attentats et les meurtres les plus importants, on pouvait alors aller se cacher chez quelqu'un qui avait la porte ouverte. Voilà, et là le système de géolocalisation fonctionnait également. On mettait le hashtag, on signalait sa présence. C'était quand même un peu dangereux, je me suis dit tiens... les gens ont vraiment été héroïques quand même de pouvoir accueillir. Il y a des gens qui ont accueilli près de 30 personnes dans leur appartement. Juste à côté dans le 11e. Du Bataclan, j'ai vu un reportage où quelqu'un quittait le Bataclan, enfin pas quelqu'un, des dizaines de personnes ont quitté le Bataclan et sont entrés chez des voisins. Chez des voisins, voilà. Donc ensuite, après le hashtag porte ouverte, on a eu après l'horreur, donc le hashtag Recherche Paris, pour que chacun puisse rechercher localiser les gens. Et malheureusement, ce hashtag s'est vite transformé en avis de décès, puisque c'est là qu'on a vu que la tuerie avait été massive. Et donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore sur les... alors par contre, oui, ça c'était le côté positif, mais il y a aussi le revers de la médaille, puisque à la suite de tout cela, on a eu des fausses rumeurs, ce qu'on appelle des hoax.
voilà, des polémiques aussi qui se sont réveillées sur la toile suite à toutes ces initiatives. D'autres personnes aussi confondaient peut-être des pétards avec des bombes, faisaient des faux signalements, etc. Ça c'est bien évidemment dû à la panique. Voilà, et donc on a bien remarqué aussi cette semaine sur un reportage d'enquête exclusive, et ça aussi c'est une interrogation que tout le monde se pose aujourd'hui, que Daesh utilise beaucoup les réseaux sociaux pour recruter. Donc on se demande vraiment quelle est la place de Facebook aujourd'hui. Est-ce qu'on est là pour faire de la solidarité et géolocaliser les gens quand ils sont en danger, ou est-ce qu'on laisse faire est-ce qu'on laisse se pulluler et se propager la propagande Daesh sur Facebook, alors qu'il y a des gens qui signalent des vidéos, des photos, des choses qui sont clairement pas logiques, et Facebook laisse faire. Voilà, donc là c'est l'interrogation que j'ai aujourd'hui. Les choses vont être remises en question probablement. Vous savez qu'il y a quelques mois, après Charlie, le gouvernement déjà français avait pris un certain nombre de dispositions au regard de ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Il y a même des sites qui ont été fermés. Alors oui, il y a des sites aujourd'hui, je pense qu'il faut s'attendre d'ici quelques mois que les choses vont encore évoluer dans ce sens-là. Moi, la question que je me pose concerne aussi l'action des Anonymous aussi, qui ont encore... fait en sorte de fermer qui ont encore frappé, à chaque attentat ils frappent, et qui ont aujourd'hui fermé un réseau social parallèle de Daesh, et qui ont réussi à fermer ce réseau social. Donc pourquoi les Anonymous réussissent à le fermer et pas les autorités? C'est encore une autre question que je laisse en suspens. Les Anonymous, il faut le dire, sont des gens, des hackers, qui sont très 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 forts. Et je ne dis pas plus fort que les spécialistes du gouvernement, mais enfin, quand on sait ce qu'ils arrivent à faire, on se pose beaucoup de questions sur leur capacité, je dis aussi bien de nuisance que de bien faire. Voilà, donc là, la lutte terroriste n'est pas que sur le terrain, elle est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, et puis, faites aussi attention à ce que vous partagez. Il y a eu des photos de victimes dans le Bataclan qui ont été partagées. Donc moi, si j'ai un message à faire passer aussi, ne partagez pas tout à tout bout de champ, respectez un peu la mémoire des victimes aussi. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Sur les réseaux sociaux et sur l'utilisation de Facebook à partir des événements du 13 novembre. Exactement. Oui. Voilà. Deuxième partie de la chronique aujourd'hui. Deuxième partie de la chronique aujourd'hui. Allez, du direct, j'ai des feuilles qui volent très rapidement. Oui. Donc, grâce à LB Développement qui nous appuie sur cette chronique déjà depuis quelques mois. Donc là, à partir du 23 novembre à 14h30, au parc d'activités de la Jaille, LB Développement... C'est à Bémao, ça. À Bémao, à la Jaille à Bémao. LB Développement sera présent afin de recruter 15 téléconseillers. Voilà, grâce à un dispositif de Pôle emploi. Donc 15 téléconseillers également ouverts les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Donc vous êtes invités à vous rendre au parc d'activités de la Jaille le jeudi 23 novembre à 14h30. Voilà, donc venez nombreux, c'est de 8h30 à 13h30, donc il n'y aura pas que des offres d'emploi, il y aura également des offres de formation. Le jeudi 23, vous avez bien dit J'ai dit jeudi, mais... il me semble que le 23, c'est plutôt un lundi. C'est un lundi. C'est lundi 23, lundi 23 novembre à 14h30. Voilà, donc vous aurez des offres de formation, des offres d'emploi, de l'intérim, et il y aura également un focus sur les métiers du web. Plus d'infos sur un téléphone, non, on ne l'avait pas aujourd'hui. Si, le 05 90 810 325. Notez bien parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'image, je crois. Oui. Donc le 05 90 810 325. J'essaye de rattraper mes papiers en même temps. Oui, mais Nice va vous aider. C'est notre assistante aujourd'hui en attendant. Oui. Alors la suite, on a toujours la formation sur l'accueil physique et téléphonique qui se tiendra les 8 et 9 décembre. On a également la formation pour les tuteurs accueillant des jeunes en contrat de professionnalisation. Les 7. On a aussi également la formation Manager le changement, les 15, 16 et 18 décembre 2015. Et enfin, prise de parole en public, les 9, 11 et 16 décembre 2015. Alors on a d'autres événements également avec LB Développement. On a également la soirée Crédit. Ah. Oui, la soirée crédit, c'est important pour les chefs d'entreprise qui veulent trouver des astuces pour le financement de leur entreprise, qui se tiendra le jeudi 19 novembre 2015 à 18h au Yacht Club de Pointe-à-Pitre. Voilà, donc vous aurez le thème... Près de la Darse, pour les gens qui ne savent pas. Voilà, près de la Darse. Oui. Donc le thème sera « Gérer le risque client, de l'anticipation à l'action ». Voilà, vous aurez des spécialistes présents, comme le directeur des risques anti-Guyane de la BDAF. Vous aurez également un crédit manager et délégué régional de l'AFDCC. Voilà, des spécialistes. Donc ce sera de 18h à 20h.
Voilà, donc vous pouvez prendre des renseignements au 05 90 810 325 ou au 06 90 75 16 95. 06 90 75 16 95. D'accord. Voilà, et on a toujours nos offres d'emploi. Hein. Donc chargé de recouvrement, hein, vous devez avoir au moins un niveau bac pour intégrer ce poste. De l'expérience en tant que chargé de clientèle dans les métiers de l'assurance, de la banque ou autre. Et donc c'est un poste, un CDD d'1 an ouvert aux personnes en situation de handicap. Et il en est de même pour le poste de téléconseiller, toujours ouvert chez LB Développement. Donc si vous êtes candidat, vous pouvez également les contacter au 05 90 810 325. On a noté. Voilà. On a noté. Vous avez aussi le site internet. Oui. www.lboutremer.com. Bien. Voilà. Écoutez, Karine, nous vous remercions. On vous retrouve mardi prochain. Mardi prochain, peut-être pas sur le mémorial, mais en tout cas dans le ZCL. Et toujours avec autant de plaisir pour savoir un peu ce qui se passe du côté des réseaux sociaux. On va continuer donc le journal avant de recevoir Madame Naïs Cotelon Cambronne qui est à nos côtés. On va tout de suite repartir en direction de Jarry. Et là, nous allons à Bainbridge où les élèves se sont rassemblés hier. Et eux aussi ont voulu marquer leur, on va le dire, leur solidarité avec ce qui s'est passé vendredi dernier dans la région parisienne. Tout de suite le reportage, c'est dans Canal 10 et c'est à Jarry qu'on part. Derrière moi se trouve un tableau avec des photos de différents camarades qui ont souhaité laisser un message, un mot. Donc ce mot résume ce qu'ils pensent. Lycée, humour, rebelle, amour. Je pense que chaque étudiant a un message à faire passer. Et sur ce tableau, chacun a pu prendre la parole, a pu dire ce qu'il avait à dire et exprimer son ressenti. Le message que j'aimerais faire passer, c'est que j'ai une devise. La terre est ma patrie et l'humanité ma famille. Je pense que si on essaie réellement de comprendre cette citation, on pourrait voir les choses différemment. Vendredi dernier, avant le week-end, nous avons été touchés par des attentats qui ont endeuillé notre pays, la France. Et du coup, nous, MDL et CVL, car je fais partie de la MDL, nous avons décidé de marquer le coup. Aujourd'hui, mardi 17 novembre, nous avons décidé d'organiser une action pour la paix et la tolérance. À partir de ce tableau, nous avons décidé de l'exposer afin que tous qui puissent s'exprimer, certains élèves, tous les élèves du lycée, s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé, aux faits qui se sont passés. Et sur ce tableau, nous avons vu que certains ont mis des mots qui reviennent à chaque fois. Liberté, expression, violence, ainsi que délivrance. Et depuis l'acte, nous savons qu'il y a une phrase qui circule sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire « Pray for Paris ». Donc voilà. Grâce à ce tableau, les élèves ont pu se libérer et exprimer leur ressenti. Voilà, retour sur le ZCL en direct du Mémorial Acte de Pointe-à-Pitre où nous recevons, je vous l'ai dit, un certain nombre d'invités. On a déjà reçu Benito Espinal. Tout à l'heure, c'était la chronique avec notre amie Karine Duménil qui, comme chaque semaine, nous fait cette rubrique sur les, on va dire, les réseaux sociaux, sur le digital et ce qui se passe. Et là, avant de repartir sur les informations, on reçoit Naïs Cambronne Cotelon. Bonjour. Bonjour Danick. Vous êtes présidente de Bastère. De l'association SOS Bastère Environnement. SOS Bastère Environnement, donc c'est bientôt l'Assemblée Générale. Oui, le 27 prochain. Alors, on va dire, avant même d'entrer dans le vif du sujet, comment se porte l'association? Bon, l'association, ça va. Oui. Ça va. Pas trop de gros soucis. Bon. Il y a toujours des soucis dans l'environnement, mais enfin bon. Alors, Bastère Environnement, alors l'environnement à Bastère. SOS Bastère Environnement. Non, l'environnement à Bastère, comment ça se porte? Ah, l'environnement à Bastère, c'est souvent douloureux. Vous savez, il y a beaucoup de travaux en cours. Ça peut se comprendre à l'approche des élections. Voilà. Ça bouge. Beaucoup trop de travaux, la pollution est à son pic. Toujours, à quel niveau, beaucoup de tentes de gazon, la pollution de l'air est à son maximum. Bon voilà, c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais enfin bon, approchez votre voilà, micro. on vit avec, et puis voilà.
Comme nous nous situons à la cité Bologne, c'est-à-dire en contrebas de la distillerie, je crois qu'il y a quelques avancées parce que nous avons interpellé et là nous sommes hors de campagne. Ben, nous attendons de voir ce que ça va donner. Nous attendons aussi... Ça a évolué quand même après toutes les préconisations que vous avez faites, toutes les lettres que vous avez envoyées. Plainte et réclamation. Bon, oui. On ne saurait le dire parce que finalement, j'ai dû faire appel à Madame la ministre Ségolène Noyal qui a demandé que Monsieur le Préfet nous reçoive. Oui. Et ce n'est pas encore le cas. On voit combien il est occupé, combien il est sur les médias, mais enfin, il n'a peut-être pas le temps. Mais enfin, l'essentiel est que les choses s'améliorent. Mais je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui s'entreprennent à la demande de la DEAL, bien évidemment. Et il faut qu'ils avancent parce que les pollutions sont diffuses, elles sont à tous les niveaux. Donc j'espère en une amélioration. Mais qu'est-ce qui va le plus mal dans la région bastérienne en ce moment? Le plus mal dans la région, écoutez, c'est un ensemble de choses. La pollution de l'air, je vous l'ai dit, il y a des constructions sans arrêt. Il y a des tontes tous les jours, il y a la circulation, on a des problèmes de circulation. Donc de l'air. La circulation de l'air, parce que vous savez, à Basse-Terre, il y a beaucoup de transports. Le transport en commun n'est pas à l'ordre du jour, bien évidemment. Et voilà, l'eau, les problèmes de l'eau, les coupures sans arrêt, les déchets, comme vous le savez. Alors, voilà. on ne va pas entrer dans le détail. Non, mais on ne rentre pas dans les détails. On sait qu'il y a quand même une grève dans la distillerie Boulogne qui est aussi facteur, on va dire, de pollution. Ça, c'est au niveau du personnel. Au niveau du personnel, mais je parle au niveau de cette distillerie. Est-ce que les choses commencent à rentrer dans l'ordre? On verra bien. La campagne n'a pas commencé. Nous allons voir l'amélioration dans le fonctionnement, ce qu'ils ont opéré comme changement. Nous avons demandé à être tenus au courant, mais c'est pas ce qui se fait. On l'a signalé à Madame Ségolène, la ministre, comme je vous l'ai dit. Bon, on n'a pas de nouvelles, mais on voit s'opérer des transformations. Mais ce qu'on déplore aussi à Basse-Terre, c'est qu'il y a beaucoup de transport de terre. Oui. On est tout le temps en train de combrer quelque chose, en remplir, en blé, des blés. Enfin bon, quand on sait que nos sols sont pollués, je sais pas, je crois que c'est une façon de transférer la pollution. Alors, et vous allez vers Calbassier, vous voyez un peu comment c'est creusé, comment c'est... Non, il y a trop de remue-ménage, me semble-t-il, et c'est pas bon. Alors, est-ce que SOS Basse-Terre Environnement est écouté? Non, dans la mesure où vous dérangez, personne n'est à votre écoute. Vous dérangez, bon, voilà, ils ont bien compris, mais bon... non, je crois que l'accent n'est pas sur nous. Oui. L'accent n'est pas sur nous, voilà. On est plus... Vous savez, on dérange. Les écologistes dérangent toujours. Oui. Et on est peut-être trop pressés, mais je ne le crois pas. Parce qu'il y a des gens, à l'heure du développement durable, il y a le respect de l'homme, il y a le respect de la nature, évidemment, et les riverains. Et les riverains de Rivière-des-Pères, de la cité, savent très bien ce qui s'y passe. Des odeurs, des problèmes olfactifs, des odeurs. Il n'y avait pas que la sargasse, il y avait aussi les problèmes d'odeur chez Bologne, de nuit comme de jour. Alors tout à l'heure, je recevais monsieur Bintou Espinal, qui est, comme vous le savez, l'un des ancêtres, on va le dire, un des pionniers de l'environnement en Guadeloupe. Il disait que dans l'environnement, dans l'écologie, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je pense qu'il faut faire attention. On a quand même une décennie, il y a une génération qui est déjà sacrifiée. On doit négocier un virage, voilà, parce que le climat se réchauffe. Oui. Il faut lors de la conférence du GIEC, il nous a été signalé par les experts qu'il faut qu'on fasse vite. Oui. Il faut qu'on fasse vite parce que le temps se réchauffe et on voit les conséquences à tous les niveaux. On voit les conséquences et il faut que l'homme soit au cœur de tout et non pas que tout soit encadré par l'économie. Il n'y a pas que l'économie. Le développement durable, c'est important pour préserver la capacité des générations futures à vivre dans un environnement sain et préservé. Et ce qu'on voit, c'est un désespoir, une désespérance au niveau de la jeunesse, bien sûr, mais regardez les agriculteurs, les pêcheurs, sont des gens qui sont en pleine détresse. Oui. Les apiculteurs, etc. Et l'environnement... tout va mal. Vous voyez les sargasses, les brumes de sable, et ce sont bien évidemment des phénomènes naturels, mais qui vont s'amplifier avec le temps si on n'anticipe pas, si on ne fait pas ce qu'il faut pour anticiper et s'adapter. Naïs, il faut quand même qu'on parle de la COP21 qui aura lieu dans moins de mois. Alors,
pendant les attentats, on a un moment cru que cette manifestation qui a été qualifiée par M. Durimel, que nous avions invité, de grande messe. Qu'est-ce que vous espérez de cette COP21 en tant qu'écologiste? Rapprochez votre micro. Je pense qu'il faut que... oui, c'est Copenhague. Copenhague a été une grande messe, c'est vrai, mais maintenant, à l'heure, tous les chefs d'État sont réunis. Il y en a 196, il y en aura 196. Oui. Nous en attendons beaucoup. Et je pense qu'il y a des mesures qui vont être prises. Il ne faut plus rigoler, on n'a plus le temps. La Terre se réchauffe et là, on est là. On voit la Terre se réchauffer, on voit que la maison brûle et on ne fait pas ce qu'il faut. On sait ce qui va nous arriver et nous devons opérer des changements pour une mutation vers le meilleur. Mais moi, j'en espère beaucoup et des mesures vont être prises, nous l'espérons, avec un tribunal qui devra juger. Parce que sans cela, tout le monde aura beau dire, ça va rester une grande messe comme ça l'a été précédemment pour Copenhague. Et on va prendre rapidement une pause de publicité. On vous retrouve, Nice, côté long, Cambronne, tout de suite après. Merci. Déjà 13h40 en direct dans le Memorial Act et dans le ZCL surtout. Nous sommes toujours donc avec Madame Nice, côté long Cambronne. Merci d'être avec nous. Et je vous posais la question juste avant la coupure publicitaire, vous demandant qu'est-ce que vous attendiez, que vous espériez de cette COP21 qui aura lieu très prochainement au mois de décembre. Oui, au mois de décembre. Oui, alors c'est tout simple. Nous souhaitons fortement que ce ne soit pas une grande messe et que finalement, on sait que qui dit justice sociale dit justice climatique. Nous voyons déjà ce que donnent les dysfonctionnements du climat, les bouleversements climatiques, et que la précarité que ça cause aux pays du Nord comme aux pays du Sud, causée par les pays du Nord. Alors, on veut que tout simplement on veut que tous les leviers soient levés et opérer une mutation écologique, à savoir que nous devons arriver à moins d'énergie fossile, n'est-ce pas? Parce que la température a augmenté. Il faut que nous puissions passer au carbone, zéro carbone, si possible, pour faire descendre la température. Ensuite, que tous les niveaux soient en action à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'une action gouvernementale ni politique, mais alors que les associations, les ONG, la société civile, tout le monde y fasse du sien. Il n'y a pas de petits gestes. Et ce que chacun peut faire dans son corps de métier, dans sa petite circonférence, le fasse. Il n'y a pas de petits gestes. Et puis d'autre part, que toutes les résolutions, lorsqu'on aura fait tout cela, eh bien, les politiques et les industriels suivront, parce que c'est à nous, la société, c'est nous, à l'échelle de la population, chacun à l'échelle de la population qui peut opérer quelque chose. Et donc, il faut aussi que les résolutions qui seront prises, eh bien, soient appliquées, oui, ce qu'on aura décidé sur papier soit appliqué, d'accord, et que l'aide, que le fonds vert soit activé, parce que je vois qu'il y a des pays qui traînent des pieds, qui ont du mal à financer le fonds vert. On a besoin de 100 milliards pour le fonds vert. Et on en est seulement à 60, dit-on, il faut 10 chaque année. Mais enfin, il faut que les pays qui souffrent, les pays du Sud, qui subissent les dysfonctionnements, qui puissent avoir les moyens de financer leur développement. Parce que l'accent est mis sur le développement durable et l'homme au cœur de tout. Mais on ne peut pas... des populations ne peut pas être disqualifiées par rapport à nous. Et alors il faut que chacun dise ce qu'il veut faire, chaque gouvernement dise ce qu'il veut faire, comptabiliser concrètement ce qu'il veut faire, à quoi seront attribués les fonds, qui recouvre les fonds, et puis finalement, à quoi les fonds vont-ils servir, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait avec. Alors il faut une juridiciation de cette opération-là pour que après les choses soient suivies par l'ORD, qui est l'organisme de recouvrement qui contrôle
cette affaire-là. Sinon, s'il n'y a pas d'action juridique, s'il n'y a pas de tribunal international international, les choses ne vont pas s'opérer, ça va rester à l'état de grand-messe. Et ce que nous voulons, puisqu'il y a déjà une génération, il y aura plus d'une génération à sacrifier, le temps est court et il faut que nous fassions vite, il faut que nous soyons raisonnables parce que le temps n'attend pas et la planète se réchauffe et nous, petit archipel, eh bien, nous subirons de plein fouet ce qu'a subi les Maldives, les îles de l'océan Indien. Voilà, alors une dernière question, je vais vous demander d'être un petit peu plus brève sur la réponse. Nous sommes à la veille d'élections, en tout cas régionales en décembre. Paraît-il, il y aurait une volonté de les faire, de les reculer, enfin, rien n'a été encore officiellement annoncé. Qu'est-ce que votre association, qui tiendra son assemblée générale prochainement, demande à nos politiques, que ce soit Lurel, Lurel, Chalus ou autres? Qu'est-ce que vous leur dites en matière d'environnement, en quelques mots? En matière d'environnement, il faut qu'il y ait une plus grande attention sur ce qui se passe parce que nous avons vu que le niveau de la mer monte, nous avons vu que la mer va vers la mangrove, que nos coraux sont complètement fatigués, asphyxiés, ce sont eux qui nous protègent, mais il faut une plus grande application des règles et sévir s'il vous plaît. Il n'y a pas que les associations qui dérangent, mais nous savons tous que les choses sont graves. Imaginez qu'il y a un tsunami. Par exemple, on ne sait pas où est l'alerte tsunami. On avait dit au large des Caraïbes, mais il faut en parler. On ne va pas être dépourvu au moment où les choses arrivent. Il faut anticiper, prendre des sanctions, rétablir, protéger le littoral parce qu'on sait très bien que d'un moment à l'autre, tout peut arriver. On ne peut pas prévenir. Voilà, une plus grande attention. Vous avez un mémorandum prévu à envoyer aux politiques ou vous-même vous pensez intervenir auprès de M. Durimel? Enfin, je vous pose la question. Qui sera votre interlocuteur en matière? L'interlocuteur, écoutez, moi je me contente déjà de m'adresser à Madame la ministre Ségolène Royal parce que je crois qu'on n'a pas d'écoute. On n'a pas d'écoute et on ne fait pas l'affaire de ces gens-là qui sont pour les lobbies. Je suis désolée, c'est vrai que l'économie, on doit travailler, on a besoin d'argent. Les pairs, quand vous parlez d'économie, quand vous parlez de problèmes, le développement durable est transversal. On vous dit, ah oui, mais vous voulez faire aux pères de famille perdre leur emploi. C'est pas ça, il faut respecter tout. Il faut respecter la réglementation en vigueur et ne pas tricher en permanence parce que c'est nous que nous mettons en danger nous-mêmes sans y prendre garde. Ben écoutez, Naïs Côté-Loncombrone, je vous remercie d'être venu. Bien sûr que ce ne sera pas la dernière fois. On espère surtout, après la COP, vous recevoir de manière à faire un bilan de ce qui aura été dit et de ce que vous souhaitiez et voir un peu si toutes les mesures qui vont être prises pendant cette grande messe, ce qu'on appelle cette grande messe, seront en tout cas effectives en Guadeloupe. Merci. Oui, un dernier mot, voilà, si vous le voulez bien. Je veux faire appel aux chrétiens aussi parce que l'environnement, la planète les concerne. Alors il faut qu'ils y attachent autant d'importance et que si chaque chrétien qui interpelle un autre chrétien fasse ce qu'il y a lieu de faire, eh bien nous pourrions peut-être sauver plusieurs générations, celles qui comptent sur nous. Par amour pour leur créateur. En tout cas, j'espère que votre mot d'ordre sera entendu. Je vous remercie d'être venu. Quant à nous, nous continuons donc à dérouler le fil de l'actualité et nous allons revenir vers Paris où Maurice Cessé, notre correspondant dans la capitale, a rencontré la ministre des Outre-mer. C'était Madame Georges Paul-Langevin qui était, comme vous le savez, vendredi dernier pratiquement au premier plan de ce qui s'est passé puisqu'elle se trouvait aux côtés du président Hollande quand a eu lieu l'explosion à l'extérieur même du grand stade de France. Elle a raconté à Maurice Cessé ce qui s'est passé. On la retrouve tout de suite. Et à un moment donné, quand on a commencé à avoir les informations, que le président est parti pour pouvoir se renseigner, et après ça a été quelque chose d'assez étrange, puisqu'on était là et le public était encore en train de faire la fête, de pousser des cris de joie et de faire la hola, et nous on échangeait sur nos téléphones portables des informations. Il y a les deux morts ici, il y a aussi quelque chose à Paris, il y a aussi quelque chose dans le 11e, donc on voyait que que le drame était partout dans Paris, quoi. Et je crois que les autorités sportives ont eu tout à fait raison de faire que le match continue à se dérouler, mais c'était vraiment un peu comme, vous savez, il y a un roman comme ça qui se passe dans une fête foraine où les assassins sont en train de courir après les gens alors qu'il y a la fête foraine. Je crois que c'est un roman de Graham Greene. Et là,
on avait vraiment cette espèce de dédoublement extrêmement curieux. Mais je pense qu'on a eu raison de faire en sorte que les choses se déroulent jusqu'au bout. Sinon, ça aurait été une scène de panique extraordinaire. En tout cas, après, nous avons compris qu'on avait affaire à une espèce de tentative, en tout cas d'opération orchestrée. Et mon conseiller diplomatique, là, lui, il est arrivé juste au petit Cambodge au moment où aussi... Donc, ce qui est terrible dans cette initiative de ce week-end, c'est que l'idée est évidemment de terroriser tout le monde. Monsieur tout le monde, il va dans la rue, il est au match, il est au spectacle. Et on sent qu'on peut être menacé. Pour nous, par exemple, le Bataclan, avec les ultramarins, c'était quand même le lieu où on remettait les prix après le carnaval, vous voyez. Donc c'est quand même un lieu qui est un lieu de joie, de gaieté. Et évidemment, tout l'effort que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser impressionner et par conséquent de se dire que si on en est là, c'est parce que nous sommes dans un pays qui défend un certain nombre de valeurs, d'égalité homme-femme, de laïcité, le fait de vivre ensemble, quel que soit son pays, sa religion ou son origine. Et par conséquent, il faut qu'on continue à défendre ces valeurs-là. Il me semble que plus que jamais, la devise républicaine, avec l'idée de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, est une devise que nous devons défendre. Parce que c'est ce qui déplaît à un certain nombre d'intégristes qui voudraient que nous vivions dans un État totalitaire où tout est interdit. Donc, en continuant à vivre comme nous en avons l'habitude, en continuant à défendre nos valeurs, je pense que c'est une bonne... On retrouve donc sur le plateau du ZCL, il est pratiquement 13h43. Nous recevons Thierry Létang qui est commissaire de l'exposition, mais du mémorial sur les expositions qui se font. En ce moment se tient l'exposition d'Arboutier qui est à ces derniers jours. Thierry, bonjour. Oui, il y a encore 3-4 jours, jusqu'à vendredi. Oui, vous êtes satisfait de la fréquentation de Oui, bonne fréquentation, des expos et des conférences qui ont lieu le vendredi. Le vendredi aussi. Alors, on parle un petit peu de l'expo d'Arboutier qui est vraiment... on va dire un petit chef-d'œuvre dans le genre, puisque vous avez réussi à faire comprendre aux Guadeloupéens que cette exposition a été, on va dire, le lieu de création de melting pot démographique, on peut le dire comme ça. Oui, enfin, et de la Guadeloupe contemporaine, parce que bon, on parle de la période esclavagiste, etc., mais qui n'est pas, si on fait un copier-coller, c'est pas cette époque-là qui nous donne le présent guadeloupéen. Tout à fait. Il y a bien des événements qui ont succédé à l'abolition de l'esclavage, notamment au cours du 19e siècle, la seconde moitié du 19e siècle, la venue de milliers de gens de toutes les parties du monde. Oui. Et des gens qui sont venus... Attirés par Darboussi. Attirés par toutes les usines qui commencent à fleurir, les usines centrales qui fleurissent en Guadeloupe, par Beauport, et je sais qu'il y en a au moins 15 ou une quinzaine, et qui demandent la main-d'œuvre, une main-d'œuvre... Qui vient d'où? Qui viendra d'où? Alors, qui viendra principalement à plus de 40 000 personnes de l'Inde. Inde du Sud d'abord, Inde du Nord, Calcutta, qui viendra... Donc si je comprends bien sans vous interrompre, il y a deux immigrations indiennes en Guadeloupe. Il y a celle de 1854 à l'époque du Conseil colonial, et puis celle post-61. Parce que jusqu'en 61, les Français ne prennent des Indiens que dans leur colonie française. À partir de 1561 et particulièrement de l'échec de l'immigration africaine, les Anglais vont leur permettre de prendre des hommes et des femmes à partir des villes anglaises du Nord, donc de Calcutta. Et donc ils vont arriver sur une immigration qui va durer quand même 60 ans. 60 ans. Et donc, donc on parle bien sûr des Indiens qui sont les plus nombreux, mais il faut également parler des Africains. Il y en a eu des milliers. Donc une nouvelle immigration africaine. Nouvelle immigration africaine, qui est un peu... Alors bon, il y a eu quelques Africains totalement libres, engagés libres, mais ça n'a pas bien marché. Des Cap-Verdiens par exemple. Il y a eu un convoi de Cap-Verdiens, mais 80 personnes à peine, ça n'a pas été assez pour le système qui va avoir l'idée de recruter des gens en fait qui sont des gens contraints, c'est-à-dire de racheter des esclaves dans la Suède du Congo et de leur faire de suite passer un contrat de 10 ans pour travailler en Guadeloupe. 6 000 vont arriver à peu près ainsi au cours de 4 années précédant 1861. Qui vont se fondre dans la population guadeloupéenne, on va dire afro-guadeloupéenne. Oui, au bout d'une ou deux générations. Oui. Qui vont se fondre. Alors,
également, il y a eu au moins un demi-convoi de Chinois. Oui. Il y a eu... de Japonais aussi. Le dernier convoi, Oui, dans oui. les années 1890, Oui. va être un convoi d'environ 500 Japonais. Qui sont repartis Qui sont repartis, oui, pour la plupart, qui était un dernier convoi. Mais bon, il n'était pas satisfait de leur engagement. Il est remarqué par les historiens, comme Raymond Boutin, qui est un spécialiste de la question, qui a fait d'ailleurs une conférence sur le sujet, que la première fois où le mot grève est utilisé en Guadeloupe, c'est au sujet de ces Japonais. Ah bon? Non pas bien sûr, le fait d'arrêter le travail date d'avant, mais le mot grève est lié à l'apparition des Japonais et ils ont effectivement fait une grève pour pouvoir être rapatriés chez eux. D'accord. Alors il y a aussi des Anamites. Oui, des Anamites, des Vietnamiens. Qui ne sont pas des immigrés économiques, qui sont des immigrés politiques. C'est-à-dire que le moment est à la conquête de l'Indochine par les Français. Et les Français, à un moment donné, donc, la péninsule est sous protectorat français. Et quelques mouvements de révolte sont signalés et aidés par, semble-t-il, l'armée indigène. Et à un moment donné, donc, ces gens sont prisonniers. Et l'élite de l'armée, alors à savoir plusieurs généraux, 4 généraux, un amiral et bien sûr, etc., de colonels, seront sur 1 ou 2 convois ventilés vers le bagne de Toulon. Et au bagne de Toulon, on va leur proposer un contrat de 5 ans pour la Guadeloupe. Ils vont signer. Alors, les premiers convois vont arriver, ensuite il y aura quelques délinquants de droit commun, mais en tout cas, les membres du premier convoi arrivés vont faire le 5 années. Bien proprement, bien très tranquillement. Ils repartiront après. Ils repartiront après, c'est-à-dire ils ont voulu repartir après, mais on leur a refusé le droit. Non, ils ont commencé à semer une panique. D'accord. Une panique, grève, complot visant à tuer tous les blancs des usines. Il y a un qui a été les dénoncer, ils l'ont oxy, bref. Procès, beaucoup ont été envoyés au bagne, etc. Une affaire un peu catastrophique que cette histoire d'Adamite. 2 petits mots sur l'immigration italienne. L'immigration vers la fin du économique aussi. Économique du 19e siècle, beaucoup, sauf à un élément près, viennent d'un petit village du sud-ouest de l'Italie et sont des immigrés économiques, puisque c'est la grande époque où des millions d'Italiens vont vers les Amériques, tous les barrios italiano-siciliens des Amériques datent de cette époque-là, époque qui voit également l'arrivée des premiers Syro-Libanais, qui date bien de la fin de l'immigration qui date bien de la fin du 19e. Alors, bien sûr, on ne va pas tout passer en revue. On invite les gens à voir encore cette expo qui est là jusqu'au 21. Oui, jusqu'au 21, jusqu'à vendredi. Oui, jusqu'à vendredi. Et à participer à la dernière conférence qui est celle de Céline Fleury, qui vendredi à 6h30, 7h, va porter sur l'immigration africaine aux Antilles et en Guadeloupe particulièrement. Ce sera gratuit ou payant cette expo cette conférence? Les conférences sont gratuites. L'exposition est payante, 5 euros, entre 3 et 5 euros. Avec un petit livret qui est intéressant qu'il faut avoir. Voilà, un petit livret, oui, bien sûr. Dernière chose, je vous laisse partir. Je vois qu'il y a encore des élèves qui fréquentent le mémorial. La fréquentation est importante? Oui, chaque jour, il y a 200, 300, 400, voire 500 élèves de diverses écoles qui viennent. Là, la fin de la semaine également va ouvrir la saison touristique. Donc les croisiéristes, enfin le mémorial vit un cycle. On va voir au bout de 12 mois quels sont les moments forts. Mais toujours les vacances nous apportent toujours un flux de gens supplémentaires. Écoutez, merci Thierry Letang d'être avec nous en direct. On rappelle que nous sommes au mémorial et que nous aurons l'occasion de recevoir d'autres personnalités de ce mémorial, dont le président et d'autres personnes qui sont là. Pour l'heure, on va faire un dernier retour vers Jarry pour parler de cette école, de ce école-entreprise, c'est-à-dire que c'est la semaine éco-entreprise dans le collège de Carnot et collège d'Urézé, pardon, et notre équipe était là-bas. Tout de suite, retour à Jarry pour ce reportage, et puis ce sera aussi la fin de ce ZCL en direct du mémorial, en plein vent, et avec l'arrivée, bien sûr devant la mer, l'arrivée de la Mini Transat.
Voilà déjà bien 15 ans que le MEDEF a lancé, en partenariat avec le monde, avec le rectorat, la journée école-entreprise. Pourquoi? Parce que nous avons, non pas le sentiment, il est évident qu'il y a une méconnaissance du monde de l'entreprise, qu'il y a un certain nombre de préjugés et de choses qui se colportent. On a l'impression que c'est un monde de méchants, j'ai envie de dire, où les relations humaines n'existent pas. Il est important pour nous, particulièrement d'agir sur la jeunesse, les lycéens, les universitaires, ceux qui demain seront les ressources humaines de nos entreprises. Il était pour nous particulièrement important de lancer cette passerelle qui leur permettrait de découvrir là où ils auront à vivre quasiment la majeure partie de leur temps, parce qu'ils passeront beaucoup plus de temps dans l'entreprise qu'ils n'en passeront dans leur foyer. L'objectif de cette journée, enfin cette semaine, qui démarre aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir associer les entreprises auprès de l'Éducation nationale pour que justement, par rapport à un certain nombre de métiers existants, qu'il y ait une meilleure connaissance, une meilleure information délivrée auprès des élèves. Et donc le fait que les entreprises locales se mobilisent pour accueillir des groupes d'élèves durant toute la semaine, c'est quelque chose de remarquable qu'il faut souligner. Et je remercie d'ailleurs à cette occasion l'ensemble des entreprises qui ont joué le jeu. Je pense que c'est une chose très bien en fait pour permettre aux élèves de découvrir les entreprises en profondeur et de pouvoir voir les différents métiers qu'on peut exercer dans le cadre de l'entreprise. Pour moi, c'est déjà une bonne base parce que auparavant, il y avait certains métiers qui étaient réservés aux femmes et aux hommes, alors que maintenant, on peut éventuellement changer. Donc c'est dans ce cas-là qu'on parle de la mixité. Donc pour moi, c'est une bonne chose parce que si, par exemple, auparavant, j'avais envisagé de faire un métier qui était réservé, maintenant je peux aller dans cette direction. Donc déjà, d'un premier temps, c'est utile. Et puis, quand ils ont amené ce projet à l'école, je pense que c'est pour déjà aider certains élèves à avoir une direction ou si on a un doute sur le métier qu'on veut faire plus tard, avoir une voie ou aller pour se diriger. Enfin, bon, voilà. C'est vrai que c'est une thématique qui a été choisie dans le cadre de cette semaine école-entreprise pour casser un petit peu les clichés qui existent dans certains métiers. Et en l'occurrence, le fait d'avoir Madame Lacroix, qui est ingénieure recherche et développement dans le cadre de la Formule 1, dans un milieu d'hommes, ça permet aussi à des jeunes filles de se projeter dans des métiers qu'elles n'ont peut-être pas imaginé aujourd'hui et qui, quelque part, se disent que c'est possible, il faut y aller, il faut oser. Voilà donc le ZCL spécial mémorial en live est terminé. C'est la première édition. Je vous l'ai dit, sans Céline qui est un peu souffrante aujourd'hui, mais demain nous devrions la retrouver. De toute manière, on se retrouvera demain ici même en direct du mémorial. Nous aurons l'occasion bien sûr de développer le journal et de recevoir tous nos invités qui viendront en direct dans le ZCL. Voilà, il est pratiquement 14 h. On remercie l'équipe technique et l'équipe du live de Canal 10, aussi bien ceux qui sont en studio là-bas à Jarry derrière moi que ceux qui sont avec nous en direct aujourd'hui. Nous avons réussi un petit exploit, il fallait le faire. Mais voilà, on parlera bien sûr de la mini transat qui arrive. Vous avez pu voir un premier sujet et puis demain on va se retrouver à partir de la même heure, 12 h 15 en direct dans le ZCL avec moi-même et Céline. Voilà, merci et puis bon après-midi, restez toujours sur Canal 10.